Bonjour tout le monde, bienvenue au Morning Data, notre traditionnel Morning Data de la fin du mois. On est heureux de vous accueillir ce matin et on va attendre encore 1 ou 2 minutes. On a beaucoup de gens qui sont en cours de connexion. Et en attendant, on va faire un rapide tour de table. Je suis Niki Mchikli, je suis CEO de Weborama et aujourd'hui je suis accompagnée d'Antoine. D'Antoine Salves, moi je suis directeur Data Insight chez Weborama. Et d'Olivier. Moi, je suis directeur du marketing chez Weborama. Parfait. Alors, je vois que quelques personnes se sont connectées en plus. Il est déjà 9h04, donc nous démarrons. Alors, très rapidement, on rentre dans le vif du sujet. Simplement vous présenter Weborama, je suis sûre que vous connaissez déjà. On travaille avec les agences, les groupes médias en France et à l'étranger, et puis un certain nombre d'annonceurs dont vous pouvez voir les références ici, avec des forces très très claires sur l'expertise data et médias, l'insight client activable, on va en parler aujourd'hui, des technologies et une R&D propriétaire, à nouveau on en parle aujourd'hui et on est présent dans de nombreux pays avec une équipe de 75 experts. Alors, plantons le contexte du sujet d'aujourd'hui. CDP et Cleanroom arrivent dans un contexte où il y a une rarification des cookies tiers, vous le savez, une disparition probable, je dis bien probable, en 2025. En même temps, ils ont déjà disparu pour presque 50% du trafic. On a une multiplication des sources de données et d'outils, des internautes qui exigent un plus grand respect de leurs données, des risques de data leakage qui sont clairement persistants, des contraintes réglementaires que vous connaissez, qui concernent bien sûr la privacy, et peut-être que c'est plutôt une très bonne chose. En tout cas, chez Weborama, nous y sommes plutôt favorables. Et en tout cas, chez Weborama, ce que l'on prône, c'est un besoin d'une plus grande souveraineté européenne, si ce n'est française, de la donnée. Alors, on pose la problématique d'aujourd'hui. Quels outils et stratégies durables pour créer des insights activables? C'est toute la question. Moi, je travaille depuis longtemps dans le métier des médias et c'est vrai qu'on a plein d'insights d'un côté, on a des outils d'activation de l'autre et c'est difficile de faire le bridge. Alors, avant de répondre à cette question, on va tenter d'y répondre, je voudrais simplement vous inviter à cliquer sur l'onglet sondage juste en dessous, en bas à droite, et on va faire un petit sondage ensemble. Alors, la première question qu'on vous pose, et vous allez voir, c'est très rapide, quel est pour vous le meilleur outil pour opérer la connaissance client? Donc, vous pouvez cliquer sur un seul choix. Une fois que vous avez cliqué sur votre choix, vous soumettez le vote. Et une fois que vous avez soumis votre vote, vous voyez apparaître les résultats qui sont passés beaucoup trop vite. Je n'ai pas eu le temps de capturer toutes les sens, à part que j'ai vu clairement que 60% d'entre vous ont répondu la DMP. Alors, je ne sais pas si on peut ralentir le sondage. Non, je crois que je l'ai en dessous. Pardon, je dis des bêtises. Quel est donc le meilleur outil? La DMP, 56%, CRM, 22%, Analytics, 11%, Cleanroom, 11%. Question numéro 2, quelle est pour vous la meilleure source de données pour améliorer justement cette connaissance client? Alors, il peut y avoir un choix un peu cornélien ici. Vous cliquez sur un seul choix, vous soumettez votre vote et on voit apparaître donc 43% le CRM, 43% à part égale partenariat data. Ah, CRM vient de monter d'un petit cran. Encore d'un petit cran, donc 56% le CRM, 33% partenariat data et 11% données tierces. Dernière petite question, c'est promis. Vos partenariats data vous apportent-ils des insights activables? Oui, non, je n'ai pas de partenariat data. Soumettre vote. Et pour 80% d'entre vous, non, 67, ça bouge, ça bouge. Je vais attendre que ça se stabilise. 56% d'entre vous, donc oui, les partenariats data apportent des insights activables. 33% d'entre vous n'ont pas de partenariat data et non, 10%. Donc,
je passe la main à Olivier et à Antoine qui vont maintenant, tout au long de la présentation, répondre à cette question. Quels outils et stratégies durables pour créer des insights activables? Vous avez une boîte à questions, un petit onglet à questions, et vous avez un petit onglet chat. Si vous voulez chatter et que tout le monde voit vos réactions et vos questions, c'est donc dans le chat. Si vous voulez poser une question en privé, c'est dans questions et nous la poserons à tous et à toutes. Bon webinaire. Merci. Alors, je vais commencer effectivement sur justement le point d'outil, puisque c'était une des questions, quel est l'outil qui permet d'opérer finalement de l'insight, de la connaissance client et qui va permettre éventuellement de l'activation. Aujourd'hui, il y a ce sujet justement des CDP et des clean rooms. Quelles sont les synergies entre ces deux outils? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à chacune, à chacun? Donc, je vais refaire un petit point comme sur ce qu'est une CDP, à quoi ça sert, et pareil sur la clean room. Et finalement, ce que ça va pouvoir apporter quand elles travaillent ensemble. Déjà, ce qu'elles peuvent faire indépendamment et ce qu'elles peuvent faire ensemble. Donc, la CDP, sur à quoi ça sert, c'est quand même important de faire un petit rappel puisque c'est un outil, hein, la Customer Data Platform qui est à la mode depuis quelques années. La question, c'est pourquoi faire. Alors, nous, on identifie quatre grands buts de la CDP. Le premier but, c'est de réconcilier, de centraliser des données finalement qui viennent de différentes sources. Alors, ça peut être différentes sources qui sont les vôtres, différents outils, différentes équipes, différentes filiales, qui aujourd'hui peuvent être des données qui se trouvent dans des outils différents, justement, qui peuvent être organisées, qui peuvent être qualifiées différemment selon les entités, selon les sources. Donc, il y a ces données qui sont un peu finalement silotées, qui sont chacune de leur côté et qu'on peut avoir du mal à opérer de façon centralisée. L'un des rôles de la CDP, ça va justement être en capacité de tout collecter, de tout finalement aussi organiser, segmenter, de façon à pouvoir l'exploiter de façon globale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelque chose qui en découle assez logiquement, c'est le point unique justement d'accès de ces données pour avoir finalement un gain de temps assez important. C'est-à-dire finalement, plutôt que d'aller chercher dans des outils différents de la donnée, d'aller chercher des méthodologies d'activation différentes de chacun des outils, la CDP, elle va avoir ce rôle finalement dans un centre unique finalement d'activation, de pouvoir dire je crée telle ou telle stratégie et c'est la plateforme qui va se débrouiller pour aller utiliser la donnée la plus pertinente et la transférer vers les outils les plus adaptés avec les stratégies les plus adaptées. Donc, ça permet de ne pas avoir à se connecter à plusieurs outils. En tant que coopérateur, je vais pouvoir me connecter uniquement à la CDP pour mettre en place ce type de stratégie. Le troisième point, on parlait de silotement des données, mais il y a aussi la question du silotement des équipes. Et nous, la CDP, ce qu'on se rend compte, ce qu'elle apporte vraiment au quotidien dans les organisations, c'est aussi de créer un projet groupe, de permettre à différentes équipes du groupe de profiter de l'intelligence de la CDP pour des cas différents. Généralement, quand on pense CDP, on va penser plutôt sur des cas d'activation publicitaire ou marketing, pour chercher des nouveaux clients, pour retenir de ses clients, etc. En réalité, il y a plein d'autres applications qui peuvent être mises en place. Une fois qu'on a organisé cette donnée-là, cette donnée, elle peut être aussi mise à disposition, par exemple, du service client, en anticipation d'une problématique, d'un client qui pourrait être mécontent et le service client qui pourrait intervenir en anticipation. Donc, on pourrait aller très loin finalement dans ce type de cas d'usage. Et c'est un peu le but aussi, c'est faire en sorte qu'une fois qu'on a tout rassemblé, tout organisé, que chaque équipe ou éventuellement chaque filiale puisse profiter de l'intelligence de cette plateforme. Et le dernier point, évidemment, c'est l'anticipation de la fin des cookies tiers. C'est acté, ça a beau être retardé, c'est acté, on sait qu'ils vont disparaître. On a déjà une grosse partie de l'inventaire aujourd'hui qui est sans cookies tiers, entre les iPhones, entre Safari, etc., qui font qu'on a déjà une grosse partie du trafic sur laquelle on est obligé de travailler différemment avec d'autres méthodologies. Et ça, la CDP aussi, elle apporte des réponses, que ce soit en gérant des identifiants différents ou en gérant justement une partie clientèle avec les outils marketing automation qui est beaucoup plus forte que les anciens outils type DMP pour la partie notamment annonceur. Donc, voilà, les grandes finalités justement de la CDP pour nous et notamment de la CDP évidemment Weborama. Alors, on parle de sources d'identifiants qui sont de plus en plus variées. C'est effectivement le cas. Pendant longtemps, on n'avait que le cookie tiers. Alors, le cookie tiers, il a un gros avantage, c'est qu'il est pseudonyme. En tout cas, c'est le terme à employer. C'est une donnée personnelle au sens du RGPD, mais il est pseudonyme. Il a l'avantage d'être globalement compatible sur le web avec des logiques de synchronisation, mais on peut discuter avec tout le monde avec la même logique, le même standard. Avec cette disparition-là, progressive, ça a commencé avec Safari dès 2015-2016, et puis maintenant on sait que
Google Chrome avec la Privacy Sandbox vise à supprimer le cookie tiers d'ici 2025. Il y a d'autres identifiants qui forcément ont pris de plus en plus de place, les identifiants mobiles, donc les IDFA ou les Android ID sur Android. Les données first, donc on va remettre les cookies dedans, mais on va les considérer un peu différemment, parce que les cookies first sont un peu plus légitimes aux yeux des navigateurs dans leur usage, parce qu'ils sont valables uniquement dans l'environnement du site Internet pour l'utilisateur donné. Donc, c'est quand même beaucoup plus restreint en termes de reach à ce niveau-là. C'est l'email, évidemment, qui est beaucoup utilisé par les réseaux sociaux, ainsi que le numéro de téléphone. Les API navigateurs qui vont apporter leur lot de solutions, les ID uniques. Alors, on a mis trois grandes sociétés d'ID uniques. On a The Trade Desk avec l'Unified ID, ID5 et Ramp ID de LiveRamp. En réalité, il y en a une quarantaine, nous, qu'on a identifié sur le marché. Donc, c'est vraiment un marché aussi qui grandit. Il va falloir pouvoir supporter ces identifiants, aussi nombreux soient-ils finalement, pour réussir à continuer d'activer de façon efficace. La géoloc, notamment via l'adresse IP, qui est toujours un identifiant en soi qu'on peut exploiter, et même des nouveaux identifiants qu'on voit émerger, les identifiants de TV, de box, en fait, les box opérateurs qui vont amener des logiques d'activation de télé segmentée. Donc une publicité, quand on regarde son programme, qui va être remplacée par une autre, grâce aux opérateurs justement de box télé qui ont ce type d'identifiant et avec lesquels on va pouvoir aller sur ce type de stratégie. Et ça, c'est qu'un extrait. Tous ces identifiants-là, ces sources-là, ce n'est qu'un extrait de ce qui existe aujourd'hui. Donc on rentre on est déjà dans un monde où tout ça devient compliqué et il faut une plateforme qui peut centraliser toutes ces données-là et on peut toutes les exploiter depuis le point unique, parce que sinon, finalement, c'est un petit peu compliqué. Alors, je prends peut-être tout de suite la question parce qu'elle elle est liée. Dans le chat, je vois que donc la CDP ne viendra pas résoudre le problème de la fin des cookies tiers si l'annonceur est pauvre en data. Alors, c'est vrai que la CDP, elle se base beaucoup sur la donnée de l'annonceur, la donnée client, donc notamment le CRM, le site internet, les applications mobiles, ouais, vraiment l'environnement de l'annonceur. Donc ça peut être effectivement très limité en fonction du type d'annonceur. Je vais prendre un exemple. Si je suis un assureur, généralement, je pense que vous, en tant que citoyen, citoyenne, consommateur et consommatrice, vous ne vous connectez pas à votre espace client de votre assurance tous les jours. En tout cas, j'espère pas. A priori, j'espère que vous n'avez pas trop de problèmes pour ne pas vous y connecter tous les jours. Donc effectivement, il y a assez peu de données au quotidien pour un assureur qui va venir du site Internet, qui va venir du CRM, donc finalement assez peu de données qu'on peut exploiter dans le cadre d'une CDP. Il va y en avoir, parce qu'il va y avoir des signaux évidemment peut-être de frustration, des signaux qui viennent du service client, de la télévente, des agences, du réseau d'agences finalement, qui va pouvoir redescendre dans la CDP suite à peut-être quelqu'un qui se pose une question sur l'achat d'une voiture et du coup il y a peut-être une question d'assurance auto à pousser derrière. Donc il y a quand même des données, mais elles vont peut-être être moins fréquentes en termes de collection. Donc c'est là où effectivement c'est assez important d'aller chercher d'autres sources. On va en parler avec notamment la clean room, mais via des partenaires, via de la donnée tierce, et aussi via parfois des assets que l'on a déjà, mais qu'on sous-estime. Donc je pense à l'application mobile. L'application mobile, pendant longtemps, parce que c'est compliqué techniquement, a été mise de côté dans les sources de données. Pourtant, elle apporte énormément d'informations et ça peut être justement des sources à reconnecter assez rapidement pour rajouter de la donnée qu'on peut utiliser. Donc, tout à fait, pour un annonceur, ça va dépendre du type de l'annonceur. Il y en a qui vont avoir beaucoup de données et la CDP, ça va être vraiment un terrain de jeu incroyable. Et d'autres sur laquelle la CDP ne sera que l'outil et il va falloir aller chercher des données ailleurs. Alors, la CDP, qu'est-ce que c'est quand même je pense que globalement, vous êtes au courant, mais c'est assez important de rappeler, c'est une vue de toutes les données, de toutes les sources qui peuvent exister. Donc, on va parler évidemment du CRM, du PRM, comme je disais, de l'application mobile, du site web, tout ce qui vient de la publicité en ligne. Pourquoi pas de la télévision, justement, aujourd'hui, avec les sujets de téléconnectés. Pourquoi pas aussi, on a des cas justement en réflexion sur les objets connectés, il y en a de plus en plus. Les voitures sont connectées maintenant, on a des montres connectées, on a plein d'accessoires chez soi qui sont connectés, qui peuvent être des sources de données pour la CDP. On a tout ce qui est travail finalement de data science, on en parlera après, qui peut rentrer aussi dans la CDP, donc les data scientists chez vous ou chez vos prestataires qui viennent justement rajouter de la connaissance des scoring dans la CDP.
Le sujet de la data collaboration, de la clean room, on va en parler juste après justement. Donc tous les échanges qu'on appelait seconde partie, juste là en fait, entre annonceurs, éditeurs, entre éditeurs, pour créer des alliances justement data et exploiter de nouveaux cas d'usage. Tout ça dans cette plateforme centralisée qui va s'assurer de pouvoir collecter tous les types d'identifiants qu'on a vus juste avant. Donc que ce soit un cookie, un IDF, une adresse mail, la CDP finalement, elle s'en fiche un petit peu, elle va tout prendre, elle va s'assurer de bien segmenter en fonction du type d'identifiant disponible et qu'importe la source. C'est là où c'est assez puissant par rapport à la DMP, c'est que la DMP, elle avait un côté très média, très cookie, éventuellement adresse mail. Là, la CDP, elle passe à un niveau un petit peu différent en disant tout type d'identifiant, qu'importe la chaîne de caractères de l'identifiant, je vais l'onboarder, je vais la récupérer et je vais pouvoir travailler dessus. Travailler dessus, pourquoi? Évidemment, c'est pour ensuite en ressortir de la donnée, donc soit sur des cas assez classiques d'activation média, d'activation de marketing automation, que ce soit de l'emailing, de la télévente, des deals seconde partie, et pour aller encore plus loin, tout ce qui est data intelligence, donc pas mal de données qui peuvent redescendre dans vos data lakes pour ensuite avoir des études, des dashboards, des insights qui en ressortent. Voilà, c'est vraiment un outil central. Maintenant, c'est un outil. Donc, en lui-même, il va pas nécessairement avoir de données qu'il va inventer, qu'il va générer. C'est pas une source de données, c'est vraiment un outil d'organisation. Donc, comment on va pouvoir aller chercher effectivement plus de données? Bah, c'est là où la clean room intervient. Alors, justement, qu'est-ce qu'une clean room? Parce qu'on en parle beaucoup. Alors, je vous rassure, les deux exemples qu'on prend là, EDF et Crédit Agricole, c'est un exemple purement pour illustrer. Il n'y a pas de relation de ce type-là aujourd'hui, c'est simplement pour l'illustration. Pour expliquer un petit peu, la clean room, elle a commencé à se faire connaître avec Google, encore finalement, avec Ads Data Hub en 2017, qui visait à finalement collecter toutes les données publicitaires dans un espace qu'on va pouvoir requêter pour en sortir une information, mais jamais un identifiant. Donc, on va travailler sur de l'agrégation de données pour en tirer une information, par exemple, mais on ne va pas pouvoir en tirer un identifiant au niveau utilisateur, donc on ne revient pas à la personne. Dans ce cas-là, aujourd'hui, sur des deals entre annonceurs, par exemple, on va avoir un petit peu le même principe. On va avoir, par exemple, EDF d'un côté qui a évidemment des numéros clients et des numéros de contrat, des adresses email, des numéros de téléphone, des cookies, parce qu'ils ont la CDP Weborama, donc il y a des cookies évidemment qui sont collectés, qui sont disponibles. Une segmentation qui a été mise en place, par exemple, les personnes qui ont manifesté l'intérêt de déménager, des personnes qui peut-être ont fait une estimation parce qu'ils comptent acheter une voiture électrique et de savoir qu'est-ce que ça va leur coûter. Donc, il y a toute une donnée qui est segmentée. Évidemment aussi du consentement, ça c'est indispensable. Hein. Quand on parle d'échange de données, il y a le sujet du consentement qui évidemment va intervenir, donc il est important de l'avoir collecté. De l'autre côté, on va avoir un autre partenaire. Par exemple, imaginons le Crédit Agricole qui, pareil, va avoir un numéro de client, un email, un téléphone, va avoir sa propre segmentation, peut-être des personnes qui ont fait des simulations de crédit immobilier, des simulations pour des crédits de travaux et à nouveau aussi le consentement. Dans le cas d'un échange, la clean room, elle va se mettre au milieu et elle va essayer de matcher donc les utilisateurs de chacun, grâce notamment aux identifiants. Donc, imaginons un cookie en commun, un email en commun, un numéro de téléphone en commun. On va pouvoir dire que c'est la même personne. Sur cette même personne, on va pouvoir avoir les différents critères de chacun des acteurs qui est disponible. Donc les déménageurs, les intentionnistes auto-électriques, les simulations de crédit IMO, les simulations de crédit travaux. Ça va se retrouver dans cette base au milieu, vraiment une base de données qui va être le produit des deux bases. Donc on ne va pas se retrouver dedans avec des clients EDF qui ne sont pas des clients Crédit Agricole et inversement. On va se retrouver uniquement avec le produit de ces deux bases de données dans cette clean room. La différence avec ce qui se faisait avant dans les échanges de données, c'est que va y avoir un sujet de gouvernance qui va être finalement une fonctionnalité même de la clean room, donc des fonctionnalités techniques de la clean room, de dire qui a accès à cette donnée. Donc typiquement, moi EDF, je suis OK pour dire que Crédit Agricole ait accès à ma donnée déménageur et intentionniste auto. Par contre, ma donnée justement travaux, je ne souhaite pas qu'elle soit accessible au Crédit Agricole. Ça, après, en fait, c'est chacun qui va décider quelles sont les données qui sont partagées à qui. Quoi? Donc les types de données. Donc on parle beaucoup de segments, mais ça pourrait être de la connaissance cross-device. On pourrait très bien dire qu'un acteur vient apporter non pas une information d'intentionniste déménageur, mais une information que tel email est lié à tel cookie. Ça, c'est une information cross-device qui va pouvoir apporter
un petit peu de match supplémentaire. Et vers où? Pour en faire quoi? Ça aussi, c'est important. C'est finalement la clean room, son rôle, c'est de s'assurer que ça ne sorte pas de façon libre. Quand on échangeait des données entre DMP ou CDP, on ne sait pas ce qui se passe après sur cette donnée-là. Une fois que j'ai envoyé ma donnée vers la CDP d'un autre acteur, il en fait ce qu'il veut et je ne sais pas ce qui se passe. Là, dans la clean room, au niveau technique de la gouvernance, je définis, moi ODF, mon juridique a dit c'est OK pour faire des échanges de données, mais ma donnée, elle n'est pas activée vers, par exemple, Facebook. Donc, d'un point de vue technique, la clean room s'assurera que dans le cadre de cet échange de données, les données d'EDF ne pourront pas être activées vers Facebook. Donc ça se décide par chacun en fonction de ses critères juridiques, ses critères aussi stratégiques, évidemment, à qui je partage, quel type de données et pour quel usage. Et le tout, justement, dans cet espace donc sécurisé, dans lequel on ne va pas pouvoir ressortir l'identifiant. Donc, Crédit Agricole ne va pas récupérer des mails de EDF et inversement. Donc, c'est vraiment ça la différence avec un deal seconde partie, c'est qu'on travaille sur le produit des données de chacun, enfin, le produit des deux clients, et on s'assure que ces données ne ressortent pas au niveau individu, qu'on travaille sur le produit de ces données et qu'on décide bien ce qu'on en fait. Un cas, par exemple, d'usage qu'on a eu récemment chez Weborama. Donc, chez Weborama, on déploie notre clean room. C'est une clean room qu'on construit. Elle fonctionne sous une architecture Snowflake. Vous avez peut-être entendu parler, mais en tout cas, c'est bien notre clean room qu'on est en train de déployer. On a un cas très concret qui est un de nos clients qui souhaite que son agence data, en fait, travaille sur ces données pour en sortir une information. Je n'en dis pas plus sur le cas d'usage, c'est confidentiel, mais voilà, son agence data doit travailler sur ces données. La DSI et le juridique de l'annonceur dit, en revanche, on n'envoie pas la donnée au partenaire. Un petit peu compliqué, vous vous en doutez, pour faire une étude de data science si on n'a pas accès à la donnée. Donc nous, en fait, on va venir intervenir ici avec ce modèle de clean room, de dire, cet annonceur utilise la clean room Weborama, va mettre les données qui sont pertinentes pour le partenaire dans la clean room Weborama, et le partenaire va venir opérer ses algorithmes, opérer sa connaissance scientifique finalement dans la clean room Weborama. Donc, on va pouvoir en tirer des informations, on va pouvoir faire des dashboards, de l'insight, etc. Mais à aucun moment n'aura accès à la donnée de l'utilisateur. Parce que finalement, l'annonceur a dit, ma donnée, elle sort pas. Donc, si l'agence veut travailler, c'est sur mon environnement. Et ici, c'est un environnement Weborama Clean Room qui a été contractualisé. Donc, ça permet à d'autres acteurs d'aller venir travailler sur sa donnée sans jamais donner accès à l'information de l'individu. Et tout de même d'en tirer une information importante de l'insight. On en parlera un petit peu plus tard, justement, de l'activation. Donc, il y a 5 étapes de mise en place. On met en place une architecture, on intègre les données. Alors, sur l'intégration des données, c'est évidemment toujours plus simple s'il y a déjà, par exemple, une CDP. Évidemment, Weborama, c'est plus simple. On a déjà les connecteurs. Mais de façon générale, c'est tout type de source de données à nouveau. La Clean Room, elle n'a pas besoin nécessairement d'une CDP comme source de données. C'est plus simple. Tout est mis en place. Déjà, une organisation de données, à la fois la donnée brute et la donnée réconciliée. Donc, on peut avancer très rapidement quand il y a déjà une CDP qui est en place, que ce soit la CDP Weborama ou la CDP de quelqu'un d'autre, parce que finalement, c'est assez rapide à mettre en place. On a 2 questions. Une première question qui concerne l'exploitation des données. Donc, comment peut-on réexploiter ces données enrichies? Ok. Alors, sur cette question, je vais pas botter en touche, mais je vais laisser temporairement patienter parce qu'on en parle à la fin. Il y a juste une première partie dont on va parler. Déjà, c'est sur la connaissance. C'est du dashboard, c'est l'insight. Donc, très rapidement, on peut en sortir une connaissance. Et ça, c'est ce que va montrer Antoine dans quelques instants. Parce que finalement, là, on n'est pas sur de la sortie de données. Par contre, comment on va l'activer, on va parler un tout petit peu après. Donc, je ne vais pas en parler tout de suite pour pas me répéter justement sur la slide qui suivra là-dessus. Et il y a 2 autres questions proches. Y a-t-il des cas où l'on voit une donnée enrichie dans une clean room repartir dans la CDP? Donc, ça, je pense que c'est important. Et si la gouvernance, bien sûr, le permet. Merci. Alors, c'est effectivement si la gouvernance le permet, tout à fait. Alors, le principe de base, j'ai envie de dire non, la donnée ne revient pas dans la CDP. Ça, c'est le principe de base de la clean room. Normalement, ça reste dedans et plus rien ne sort. Nous, on a pris un fonctionnement un petit peu différent et on considère que c'est effectivement la gouvernance qui va décider de ça, mais uniquement sur le produit des données et uniquement, évidemment, aussi sur les données qui ont été acceptées dans le partage. C'est-à-dire que si je reviens là-dessus,
si je reviens sur la slide précédente, Crédit Agricole pourrait dire, moi, il n'y a pas de souci pour que EDF récupère dans sa CDP les informations de simulation de crédit travaux, uniquement sur le produit des clients, évidemment, pas sur les autres. Par contre, la simulation crédit IMO, c'est non. Donc, c'est effectivement c'est la gouvernance, c'est le choix de chacun qui va dire tel type de données, j'accepte ensuite derrière qu'elle puisse être utilisée dans telle ou telle plateforme. Et après, c'est des discussions, évidemment, en fonction des cas d'usage, en fonction des négociations, soit des négociations commerciales, des négociations juridiques aussi, évidemment. S'assurer aussi, parce qu'il y a la question du consentement, est-ce que le consentement de l'utilisateur permet finalement ce type de cas d'usage? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il va y avoir beaucoup de critères qui vont venir dire est-ce que ça peut revenir dans une CDP ou pas. Par défaut, j'ai envie de dire non, mais finalement, il y a beaucoup de cas un peu différents à la marge qui peuvent être des cas de ce type-là. Voilà, puis très rapidement, quelques autres cas d'usage, quelques autres exemples. Donc, ça peut servir à quoi? De l'enrichissement CRM. On va voir un cas justement de l'acquisition de la rétention, de la TV segmentée. Alors, pourquoi la TV segmentée? En quelques secondes, aujourd'hui, les opérateurs ont des identifiants de box, donc les box télé, qui ne vont évidemment pas laisser traîner dans la nature, parce que c'est quand même des identifiants non seulement importants, stratégiques pour eux, mais c'est quand même l'identifiant de la box qui est dans votre salon. Donc, c'est quand même des identifiants qu'il ne faut pas laisser traîner dans la nature. Donc, quand on va vouloir travailler avec les opérateurs finalement de box télé, de box internet, il va falloir qu'on trouve une autre façon que uniquement envoyer ces données et eux nous envoyer la leur éventuellement. Et c'est là où la clean room va avoir un avantage, pour pouvoir travailler sur le produit, moi de mes clients d'un côté, avec les clients de l'opérateur internet de l'autre. C'est un des cas qui va probablement grandir assez rapidement sur ce sujet-là. Et évidemment, tout ce qui est mesure, data visualisation, et tout ça peut en fait reposer sur un socle d'insight de data science. Chacun de ces cas d'usage-là, tout ce qu'on a vu, en fait, derrière, on peut avoir des algorithmes qui vont tourner dans la clean room pour en sortir justement des informations intéressantes. Merci. Donc, on va continuer là-dessus. Ce qu'on a vu dans la première partie, finalement, c'est comment on peut venir réconcilier de la donnée. Il y a la CDP qui réconcilie déjà la donnée des clients de toute source, donc surtout la first party, et puis comment on peut venir se connecter à des données partenaires. Donc, on a vu un premier cas où c'est l'agence qui demande d'avoir accès à la donnée de son client pour pouvoir faire des études. Là, ce qu'on veut, donc c'est le cas le plus simple finalement de data collaboration via une clean room. Nous, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est aller plus loin et toujours avoir cette notion un petit peu de décision data-driven et donc qui vont passer par un module de data intelligence, donc finalement de l'insight. Ce qu'on va venir ajouter en surcouche de cette clean room finalement, c'est que la clean room, on a une sorte de hub de data où il va y avoir la donnée des clients et puis on va avoir tous les partenaires data qui ont pu s'y associer. Ça, c'est une couche de base. Donc, si on a l'expertise métier, on peut d'ores et déjà travailler avec ça et puis décider de quelles données on veut utiliser. Ce qu'on souhaite faire derrière ça, c'est rajouter justement cette couche d'intelligence qui va nous permettre potentiellement d'extraire, via les algorithmes, quels sont les triggers, les marqueurs dans le parcours des décisions de nos consommateurs qui ont vraiment un impact pour avoir des décisions, justement, encore une fois, data-driven. Donc, l'objectif, il est simple. Il va y avoir finalement un peu deux dimensions. Il y en a une première qui est plutôt sur la connaissance client-prospect et puis l'anticipation des décisions des consommateurs, et puis donc mise en action de tout ça, bien évidemment, par des actions marketing. Et puis un autre point qui va plutôt être autour de la mesure d'efficacité. On sait également que la clean room va permettre de résoudre ces soucis de mesure derrière. Donc on va avoir plein de choses autour de la connaissance client, de lookalike potentiellement, l'enrichissement de la data, et puis la mesure. Donc ça, c'est le principe global. On n'a rien de mieux que passer par un cas concret. Donc on va passer sur un cas télécom, où on avait une problématique de base qui était d'être en capacité d'identifier les signaux de résiliation. Donc, tout d'abord pour un objectif de rétention, et puis on va voir aussi comment ça peut alimenter toute stratégie d'acquisition. Donc, comment on a designé ce projet? Finalement, on repart un petit peu de cette première phase qui est de se dire quelles données partenaires je peux venir intégrer pour enrichir ma donnée client. Donc, c'est finalement ce hub de data partenaire qu'on va devoir mettre en place dans un premier temps. Une fois qu'il est mis en place, l'objectif, encore une fois, c'est de venir travailler un peu en data science et de venir identifier ces fameux marqueurs de résiliation. Donc, comparer les clients qui seraient fidèles et ceux qui auraient résilié leur contrat, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a des triggers, des variables dans les données des partenaires qui me permettent d'anticiper ces mouvements et donc de passer dans des modèles de prédiction par la suite. Et puis, j'ai presque envie de dire, le plus important, c'est l'action qu'on met en place derrière. Ça revient un petit peu aux deux questions qu'on a eues finalement. C'est qu'est-ce qu'on peut en faire derrière et comment je peux venir utiliser cette donnée. On va voir comment on peut dérouler tout ça. Mais c'est hyper important de ne pas simplement générer de la connaissance. C'est bien de la connaissance, on comprend mieux nos clients, mais comment je peux mettre en place les bonnes actions marketing derrière. Donc, on va voir ça un peu étape par étape. Donc, premier pan, là, finalement, les données clients de notre télécom. Donc, ça, on peut venir le mettre sur n'importe quel client finalement. On a toute une segmentation qui peut être faite. Ici, on s'est intéressé, dans un premier temps,
au client fidèle qui peut avoir des contrats de box Internet ou de forfait mobile depuis 5-10 ans. On va avoir ce qu'on appelle les churners, donc les individus qui viennent de résilier leur contrat. Et puis, on a tout un tas d'autres populations sur lesquelles on peut venir étudier aussi certaines choses. Donc, il y a les clients récents, ceux qui viennent de souscrire un contrat, les clients qui seraient multiproduits, les clients inactifs, les visiteurs récurrents. Voilà, on a finalement une infinité de choses qu'on peut venir attaquer à ce niveau-là. Donc ça, finalement, sans Clean Room, il n'y a pas de problème. La CDP permet de venir limite réagréger l'intégralité de ces datas-là. Ce qu'on a besoin de faire pour mieux comprendre et anticiper les comportements conso, c'est venir enrichir cette data avec les données partenaires. Donc, la première étape, ce sont ces partenaires Clean Room finalement. Dans cette Clean Room qu'on va avoir des partenaires qui vont être un peu de toute verticale. On peut avoir de l'immobilier, de la banque assurance, de l'automobile, des moments de vie, de l'affinité marque, un peu tout ce qu'on peut imaginer. On essaie un petit peu de reproduire parfois ce qu'on pouvait trouver dans la sort partie, cette fois-ci avec aussi des données qui sont directement issues de bases de données CRM très souvent. Donc ça, c'est la première étape. On va venir enrichir avec les partenaires de la Clean Room. Et puis, il ne faut pas se mentir non plus. Aujourd'hui, le cookie tiers est toujours là. On l'a encore au moins pour 2 ans. Nous, vous savez sûrement, on a une base de données comportementale chez Weborama qui est sur les comportements de navigation et qu'on est capable d'analyser via l'IA sémantique. Donc, quelle page je visite, à quoi je m'intéresse. Et donc, on peut encore l'utiliser. Donc, on ne s'en prive pas. On vient également enrichir les données de nos clients toujours aujourd'hui avec ces segments-là. Donc, in fine, ce qu'on arrive à faire, c'est on part de ces données clients télécom où on a quelques informations qui sont vraiment sur l'écosystème propre de notre client et on va venir l'enrichir dans ce cas-là de plus de 750 critères qui vont nous permettre de comprendre de manière un peu plus large. On va dézoomer finalement sur nos clients et comprendre ce qu'ils font à l'extérieur de l'écosystème de notre client. Et encore une fois, toujours dans cette notion de se dire, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut déclencher la résiliation et comment je peux l'anticiper. Donc là, à ce stade-là, on a un hub de data, on a la data un petit peu partout. Et c'est justement là qu'on se dit, utilisons les algorithmes pour pouvoir venir extraire vraiment les marqueurs, les triggers qui vont être impactants derrière dans les stratégies marketing. Donc, comment on fait ça? On vous a mis en brut une sorte de sortie de ce que font nos algos. Ça peut paraître un petit peu barbare comme ça au premier coup d'œil, ce fameux mapping comportemental, mais vous allez voir, c'est assez simple et ça permet surtout de gagner énormément de temps. Il faut imaginer, dans ce hub de data, on a des millions de clients et du coup de 750 colonnes. Donc, comment on peut réussir à spotter finalement les informations les plus importantes? Donc, comment ça s'interprète ici? Il faut imaginer, donc vous retrouvez, chaque point, c'est une population qu'on a vue avant. On a les individus qui viennent de résilier, les individus qui sont multiproduits, ceux qui sont fidèles, etc. Comment ça fonctionne? Si on a 2 populations qui se situent au même endroit, ça veut dire qu'ils ont exactement le même profil sur les 750 variables qu'on a vues. Si en revanche, on voit qu'il y a une certaine distance entre 2 populations, ce qu'on voit entre les churners récents en rouge et la population fidèle en bleu, ça veut dire que cette distance, elle est expliquée par les données justement des partenaires qui sont dans la Clean Room. Et donc, ça va nous permettre de nous aiguiller. OK, il y a vraiment des datas importantes qui vont permettre d'identifier les fameux marqueurs de la résiliation. Et donc, derrière, le but, c'est de venir d'analyser cette fameuse flèche bleue qui va nous mettre en évidence ces triggers. Donc, on passe pour ça par un dashboard Insight. Le but aujourd'hui, ce n'est pas forcément de vous faire une démo de ce dashboard, mais il y a toute l'information. On retrouve les 750 variables, celles qui sont surreprésentées, celles qui sont sous-représentées en fonction des populations. L'objectif de tout ça, c'est de venir l'analyser et de sortir une certaine synthèse de ce qu'on a pu trouver. Et donc, on arrive finalement à une fiche d'identité des clients qui viennent de résilier comparée aux clients qui restent toujours fidèles chez notre client télécom. Donc, on retrouve plusieurs blocs finalement. On va avoir des premiers blocs qui sont autour des moments de vie, qui ne sont pas forcément surprenants si on regarde dans le détail ici. On a le déménagement qui est 4 fois plus représenté chez les personnes qui ont résilié. On a également quitté le domicile familial, mais qui se rapproche du déménagement. C'est simplement le déménagement du jeune qui quitte pour la première fois ses parents. Donc, on a ces moments de vie déménagement. Et là, on pourrait dire, OK, on n'apprend pas forcément grand-chose. On savait que lorsqu'on déménage, souvent, on va résilier la box. Ce qui est hyper important, en revanche, c'est qu'on est capable, d'une part, de le quantifier, et d'autre part, on va être capable surtout d'identifier quelles sont les variables déménagement qui sont les plus rapprochées du comportement de résiliation. Donc, j'identifie les variables directement derrière et que je peux venir utiliser pour mes stratégies marketing. Donc ça, c'est les premières choses autour du moment de vie. On va avoir des choses autour des affinités marques. On voit typiquement qu'on a 3 marques opérateurs qui ressortent, Sosh, Red et B&U. Ce qui n'est pas anodin ici, c'est que ce sont plutôt les marques low cost. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont résilié étaient plutôt en appétence avec une recherche de prix. On a des choses autour des chaînes sportives, du VOD, donc les options. C'est quoi mon package finalement dans mon abonnement? Est-ce qu'il me satisfait, est-ce qu'il ne me satisfait pas? Je vais avoir de l'équipement mobile. Je vais avoir des choses autour des centres d'intérêt qui vont être autour de la qualité des services. Des choses qui vont plutôt être des choses ponctuelles, la perte et la casse du téléphone. Donc, on va avoir tout un tas comme ça de triggers qui vont commencer à se mettre en avant parmi l'intégralité des données qu'on va avoir. Encore une fois, on va les quantifier et on va les identifier pour pouvoir les utiliser derrière. Donc, d'ores et déjà ici, finalement, je pourrais très bien me dire, OK, la variable déménagement qui est 4 fois plus représentée, je vais aller voir mon partenaire data et je vais essayer d'utiliser, que ce soit peut-être pour de l'acquisition en dehors de mon écosystème ou pour du direct marketing en enrichissement CRM.
Donc, on peut identifier comme ça vraiment des triggers très forts. Et puis, il y a toujours quand même cette notion de modèle de prédiction. J'ai un ensemble de clients dans ma base de données CRM et je peux avoir envie de venir estimer une probabilité finalement derrière pour chacun de mes clients tous les jours, quelle est la probabilité pour laquelle il va changer d'offre. Et donc, je vais pouvoir appliquer ce modèle de résiliation derrière. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Encore une fois, hein, c'est la première étape, on a l'insight, on a identifié les triggers, les marqueurs de la résiliation. Le but, c'est d'en faire quelque chose. Donc, il y a d'abord toute cette première objectif qui était de rétention. Donc là, le but, c'est de faire de la rétention par enrichissement CRM, c'est qu'on va renvoyer de l'information, pour le coup, dans la base de données de notre client. Et puis, ce fameux lookalike de résiliation, j'ai une sorte de seuil. Et puis, tous les jours, finalement, j'ai certains clients où la cloche va sonner, va dire attention, là, il y a un risque. Et ça va déclencher du direct marketing. Et là, notamment, ça a été fait par des campagnes email en différents scénarios, donc qui ont permis de déclencher moins 6% de résiliation et donc de l'abonnement aussi sur une plus longue durée. Et puis, il y avait d'autres personnes pour lesquelles on arrivait à identifier très clairement finalement quel était l'intérêt. Soit les chaînes sportives, ça pouvait être notamment autour de RMC Sport à l'époque, soit pour les marques low cost, on l'a vu, ou un moment de vie déménagement. Et là, l'objectif, c'était de se dire, quand cet individu va venir se connecter à son espace client sur le site Internet, je vais pouvoir lui faire de la personnalisation de site. Donc, par exemple, le moment de vie déménagement, c'est de lui mettre un encart. Écoute, le déménagement, finalement, c'est très facile avec moi. Il suffit que tu me préviennes 3 semaines avant et ça va se faire en un claquement de doigts. Donc, c'est pas la peine d'aller voir les concurrents. Pour les marques low, c'est pousser une offre un peu plus promotionnelle. Et puis, pour les chaînes sportives, c'est pousser l'option. Soit faire de la simple notoriété, dire hey, moi aussi, j'ai une option chaîne sportive. Soit pousser une offre qui va être un peu plus concurrentielle. Et donc, ça a permis de générer non pas de la non-résiliation, mais plus 12% de réengagement. Donc, ça veut dire qu'au-delà d'empêcher les gens de résilier, on les réengage en plus sur 12 ou 24 mois derrière. Donc, ça, premier objectif, rétention. Et puis, in fine, derrière, le client nous dit la fiche d'identité qu'on a vue juste avant, c'est le profil des individus qui résilient chez moi, mais est-ce que finalement, ce n'est pas le profil des individus qui résilient aussi chez mes concurrents? Et donc, est-ce que je ne peux pas aller chercher les individus qui ressemblent à ça, mais à l'extérieur de mon écosystème pour faire de l'acquisition et aller chercher des parts de marché? Et donc, on est simplement venu appliquer ce lookalike churner à l'extérieur avec des campagnes display pour le coup ici. Donc, ça a permis de générer plus de 18% de leads. Donc, voilà comment on peut passer finalement d'un enrichissement de data de nos clients. On les comprend mieux grâce à l'insight et on met les actions en place. Et puis là, on peut revenir à la question de départ, notamment de Julie, qui est de se dire qu'est-ce qui se passe réellement dans ces petites flèches noires, comment je suis en capacité de venir pousser la data, et Olivier va venir expliquer tout ça. Attends, avant, on a une question. Ouais. On enrichit donc des segments et pas des individus, et après, on active ces segments. Alors, en fait, c'est exactement ça, mais il y a les deux options. On peut aussi enrichir des individus. C'est toute la question de la gouvernance, finalement. S'il y a un accord qui permet d'enrichir les individus, ce seront des choses qui seront faisables. On n'est pas sur une dichotomie où il n'y aura aucune sortie d'ADI. C'est finalement, si vous avez un partenariat avec l'acteur, vous avez identifié grâce à l'insight que cette donnée est importante, il suffit de dealer finalement la chose derrière avec l'acteur. Donc, c'est possible aussi. Les deux sont possibles. Pour enchaîner, effectivement, nous, quand on a commencé à regarder le sujet Clean Room pour le développer chez Weborama, on a regardé un petit peu les frustrations qui pouvaient exister. Et il y a quand même un point qui nous a un petit peu étonné quand même, c'est que jusque-là, la Clean Room se faisait quand même sans, ou en tout cas quasi jamais, avec la partie activation. Donc, c'est super, j'ai croisé des données, j'ai pu en tirer une connaissance, mais comment j'active derrière cette connaissance, un peu comme le montrait Antoine sur la partie activation marketing. On en parlait tout à l'heure, ça pourrait éventuellement redescendre dans une CDP, mais c'est globalement pas trop le cas, aujourd'hui en tout cas sur le marché. Donc, comment on active? Parce que finalement, c'est comme le nerf de la guerre, une information, elle est utile, mais si on ne peut pas l'activer derrière, que ce soit en métier ou en marketing, c'est pas forcément utile. Donc, nous, en fait, on a construit notre plateforme sur ce principe-là. Donc, je reprends un exemple d'échange de données entre, par exemple, imaginons Intermarché qui aujourd'hui qui utilise notre plateforme et une autre marque où ils peuvent partager la donnée dans la clean room. Derrière, on va pouvoir en tirer une information, donc par exemple de la mesure ROPO, du stop targeting, on en parle juste après, de la connaissance client avec un pilotage dans la clean room. Et avec, nous, c'est le petit point différenciant, une activation en temps réel. Alors, pourquoi on peut le faire? Parce que nous, on a une expérience, que ce soit sur historiquement l'ADMP, aujourd'hui sur la CDP, sur tout ce qui est connexion avec l'écosystème média et marketing. On a une centaine de connexions aujourd'hui qui existent avec divers outils. Et on va s'assurer que la Clean Room puisse exploiter finalement les modules de transfert de données qu'on a pu développer avec la CDP. C'est l'avantage d'être un opérateur des deux, c'est qu'en fait, on a des technologies qu'on a déjà développées sur la partie CDP que la Clean Room va venir exploiter. Donc, par exemple, pour l'activation média. Alors, pourquoi l'activation média? Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que les identifiants ressortent.
Pourquoi l'activation média, finalement, on considère que cette fois-ci, c'est pas un problème? Bah, si je repars du principe, imaginons du cookie, je vais avoir Intermarché avec une autre marque qui vont partager des cookies dans cette clean room-là. Si Intermarché souhaite ensuite activer cette donnée-là en programmatique, imaginons, ce cookie il va être transféré à qui? Il va être transféré, bah, par exemple, à DV, chez Google, à Xandr, à The Trade Desk, donc en fait à d'autres partenaires, sans que jamais Intermarché ne retrouve l'identifiant cookie de l'autre marque. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'activation, on se retrouve avec l'activation vers la plateforme en question, sans que l'identifiant ne soit visible par Intermarché ou par les différentes marques qui prennent part au projet. C'est pareil sur l'adresse email. Si j'accepte finalement que derrière on puisse activer sur Facebook, le transfert d'adresse email, il se fait vers Facebook et pas vers les marques. Donc l'identifiant, en fait, il reste dans un écosystème où on s'assure que l'identifiant n'est pas accessible en clair ou exploitable par les différentes marques. Donc c'est ça un petit peu la différence. Et nous, on vient plugger du coup ce module d'activation qui est en temps réel. Donc on peut aller un petit peu plus loin, dire ok, j'ai sorti de la connaissance et toute cette connaissance que j'ai créée dans la plateforme, bah, du coup, grâce à ce module-là, je vais pouvoir l'activer en temps réel. Et en fait, ce que montrait Antoine tout à l'heure, c'est les algorithmes qui ont été développés, qui sortent justement ce genre de mapping et qui ensuite sortent des fiches d'identité. Ça donne des segments qui s'alimentent en permanence. Les algorithmes, finalement, ils prennent les nouvelles données qui arrivent et vont segmenter les clients ou les prospects dans telle ou telle catégorie et immédiatement, on va pouvoir les activer ou les exclure, d'ailleurs, sur les différentes stratégies qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment la couche qu'on a ajoutée. Si on veut aller un petit peu plus loin, on a fait, par exemple, avec Intermarché, on a un projet avec eux qu'on tient depuis plus d'un an, qui est la mesure donc, de repos et qui a amené à, justement, ce que je disais, du stop targeting. Donc, la mesure repos, hein, Research Online, per Search Offline, l'idée, c'est de dire Intermarché à la plateforme Webo, et on va collecter la totalité des données, notamment les ventes en magasin, grâce aux cartes de fidélité. Donc, on importe tous les tickets de caisse, hein, tous les jours, tous les tickets de caisse qui sont liés à une carte de fidélité, on les importe et on va pouvoir savoir si finalement, suite à une campagne web, il y a eu l'achat du produit finalement en magasin ou en ligne d'ailleurs ou pas. Donc ça va être le dashboard de mesure repos qui peut s'opérer typiquement dans une clean room. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, quand on reprenait le cas tout à l'heure du partenaire d'un annonceur qui souhaite travailler sur ses données, mais qui n'a pas le droit d'accéder aux données, bah, ça peut être le type d'étude qui peut être faite justement dans une clean room. On n'accède jamais vraiment à la donnée de l'individu, mais on va pouvoir en tirer une information. Et cette information, là typiquement, bah, on est dans le cadre d'un Intermarché qui évidemment sont leurs données, bah, elles peuvent redescendre dans leur propre CDP. C'est assez logique. Et dans leur propre CDP, on va avoir cette logique de stop targeting avec Intermarché. Donc le stop targeting, c'est une exclusion immédiate finalement une fois que on a eu un achat en magasin sur le drive ou en ligne dans les 7 jours qu'on suivi une exposition publicitaire en ligne. Donc c'est un principe d'exclusion avec un réinvestissement du budget derrière sur soit un autre produit, c'est-à-dire bah voilà, il a acheté l'un des produits qu'on lui poussait, on réinvestit ce budget sur un autre produit, soit on l'exclut complètement et on va réinvestir ce budget sur d'autres utilisateurs, d'autres internautes qui n'ont pas encore converti. Là, on est dans un cadre purement Intermarché, c'est la donnée d'Intermarché, la plateforme d'Intermarché, des mesures repos qui sont faites, par exemple, imaginons dans une clean room qui appartiendrait, imaginons à Intermarché. Donc là, on reste dans un environnement très Intermarché. On pourrait aller plus loin. Et on pourrait se dire, bah, en tant que marque finalement de grande distribution, de produits finalement soit alimentaires, soit d'hygiène, qu'importe, j'ai un produit à vendre, je pourrais travailler avec Intermarché dans le cas d'une clean room, justement, pour pousser de la donnée que j'ai, pour pousser ce type de campagne, en disant, bah voilà, moi j'ai un produit à faire vendre dans un réseau de magasins, donc mais ma donnée, elle est importante, je vais pas la transférer au réseau finalement partenaire en brut avec les identifiants et je ne sais pas ce qui en est fait derrière. Je vais travailler dans une clean room. On va travailler sur les données réconciliées des deux côtés, sur le produit des deux données, et on va pouvoir en tirer une information, une mesure au pot, et on va pouvoir tirer une stratégie d'activation, typiquement le stop targeting qu'on fait que Intermarché fait avec sa plateforme chez Weborama. Donc c'est un exemple pour aller un petit peu plus loin, c'est comment la clean room en fait s'interface aussi sur ces logiques d'activation, c'est de se dire en tirer une information, c'est bien, mais une information qui permet d'être automatiquement exploitable ensuite dans une stratégie d'activation, bah, c'est quand même un peu mieux, parce que finalement, on a évidemment des résultats qui sont intéressants derrière, notamment avec Intermarché sur la mesure qu'on a faite suite à ce type de stratégie d'activation. Pour résumer, dans les grandes lignes, puisque la question qu'on se posait, c'est donc quels outils, quelles stratégies
pour créer des insights activables, alors nous, on a évidemment trois points à retenir. La CDP. Alors la CDP, à nouveau, elle n'est pas indispensable, mais elle va simplifier, accélérer beaucoup de choses là-dessus, surtout si on est dans des cas où la donnée est silotée, surtout on est dans des cas où il n'y a pas forcément encore de stratégie first party qui est déployée. Donc, la CDP, elle va être là pour centraliser, réconcilier les données, les organiser, s'assurer qu'elles soient le plus facilement exploitables. Le deuxième point, la clean room, mais une clean room activable, donc à la fois pour faciliter les échanges de data avec les partenaires, à la fois pour en tirer de l'information, de l'insight, et à la fois justement pouvoir activer ces insights, que ce soit en marketing automation, en marketing relationnel, ou que ce soit évidemment en médias, et pourquoi pas vers les nouveaux médiums type la télé segmentée qui grandit aujourd'hui sur le marché. Et le troisième point, pour nous, il n'y a pas d'insight sans data visualisation, c'est-à-dire que on espère tous que vous ayez des centaines et des milliers de data scientists et de data stratégistes pour vous expliquer les informations qui ont été analysées, mais la data visualisation, c'est quand même l'outil qui, au quotidien, nourri par les données de ces deux outils, va pouvoir vous permettre finalement de prendre rapidement des décisions d'activation, d'exclusion, etc., suite à ce type de cas qui ont été mis en place. Donc la data visualisation, pour nous, elle est indispensable. Elle va finalement représenter une sorte de socle à la stratégie. On a les outils et la stratégie, elle va pouvoir se nourrir grâce à la data visualisation qui aura été construite sur ces points. Voilà en résumé. Toujours preneur évidemment de questions si vous en avez. S'il y a des questions, il y en a bien évidemment. On est arrivé aussi un petit peu au bout. On sait qu'il y a eu des questions qui ont été posées au fil de l'eau et merci, c'est toujours plus agréable. S'il n'y a pas d'autres questions qui viennent tout de suite, dans tous les cas, on est à votre disposition. Si vous voulez même vous faire une petite session privée pour qu'on vous explique des choses en particulier, ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Très bonne journée à tout le monde. Bonne journée.